Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous. Et aujourd'hui une émission spéciale Afrique et numérique où vous allez découvrir comment l'Afrique a de très belles histoires à nous partager en termes d'innovation. En effet, on vous fera voyager pour découvrir les innovations les plus futuristes venant de ce continent. Vous rentrerez dans l'univers des festivals mêlant tradition africaine et modernité du métaverse. Et enfin, on vous expliquera comment les jeunes femmes se forment dans les villages africains les plus reculés afin d'acquérir une autonomie professionnelle. Le numérique pour tous spécial Afrique et numérique, c'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir le président de Orange Moyen-Orient et Afrique, Orange l'opérateur télécom que nous connaissons tous, Jérôme Hennick. Bonjour. Bonjour Vanessa. J'ai bien prononcé votre nom ? C'est ça, mais je suis directeur général, pas président. Très bien, c'est important de le préciser. Avant de commencer, comment se porte le marché de l'innovation en Afrique ? Une question bien générale, mais déjà pour faire cette transition et voyager. Alors globalement, il se porte bien et la scène tech africaine est bouillonnante, comme vous le disiez, avec plein d'idées et plein d'innovations. Surtout, c'est ça qu'il faut mettre en avant, des entrepreneurs de qualité. Et puis l'investissement se tourne maintenant vers l'Afrique, même si en 2023, il a reculé. C'est 3,5 milliards de dollars investis par les fonds dans les startups en Afrique. C'est en baisse de 46%. C'est la même chose en Europe, c'est la même chose aux États-Unis. Mais si on prend une tendance plus longue, sur 10 ans, cet investissement, c'est 20 milliards de dollars et les 2/3 au cours des 3 dernières années. Donc la scène tech africaine est pleine de vie et attire maintenant les financements, ce qui est nouveau. Alors concrètement, les grands pays qui sont des pays innovants, on va dire, les plus innovants. Alors ceux qui ont le plus de start-up et ceux qui attirent le plus les financements, c'est évidemment les grandes économies africaines. On va retrouver l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, l'Égypte, mais on voit des pays francophones maintenant tirer leur épingle du jeu. Le Maroc arrive en 5e position. On a la Tunisie, on a la Côte d'Ivoire, le Sénégal qui sont dans le top 10 maintenant. Des investisseurs, des start-up ciblées par les investisseurs en Afrique. Jérôme, pour des raisons économiques, culturelles et surtout géographiques, quels sont les véritables enjeux de ces startups en Afrique, si on peut les classer ? Alors, leur premier enjeu, c'est d'accéder aux infrastructures numériques. Il faut avoir évidemment un accès à Internet. C'est pas le cas partout en Afrique subsaharienne. À peu près la moitié de la population n'a pas encore d'accès à haut débit. Donc ça, c'est notre rôle d'opérateur, de couvrir, y compris les zones les plus reculées. Mais ils ont aussi une grande chance parce que le saut technologique avec l'arrivée des smartphones massivement en Afrique et puis du paiement mobile aussi, leur permet finalement d'avoir un écosystème favorable à développer des services digitaux qui vont venir s'appuyer sur la connectivité et sur le paiement. Mais leur premier enjeu, c'est l'accès aux infrastructures numériques. Le deuxième, c'est probablement l'accompagnement et la formation. Et je crois que vous recevez Seina qui fait beaucoup de choses dans le domaine de la formation digitale, c'est d'accéder aux bonnes compétences, en particulier en matière de codage. Et puis le troisième, c'est le financement. Et ce financement, même s'il explose maintenant en Afrique, s'il croît très fortement, notamment en Afrique francophone, c'est 15% de croissance des financements en Afrique francophone entre 2022 et 2023. Ça reste 1% du total des financements des startups mondiales. Donc il y a encore beaucoup à faire. Mais Jérôme, un entrepreneur africain, comment pense-t-il son développement ? Est-ce qu'il pense à l'échelle de son pays, à l'échelle du continent, au niveau international ? Quelle est la culture ? En général, et les plus, celles qui rencontrent le plus de succès, on en a mis quelques-unes en avant dans l'ouvrage qu'on vient de publier pour présenter 7 startups qui sont des rôles modèles dans ce domaine. African Digital Champion, je tiens à préciser le titre si vous voulez vous le procurer. En fait, elles s'attaquent à des besoins du quotidien. Ce qu'elles ont tout en commun, c'est de bien connaître et bien comprendre leur marché, et notamment les besoins des populations des entreprises africaines auxquelles elles doivent répondre. Et c'est d'abord leur marché domestique qui les intéresse. Mais ensuite, elles vont chercher à s'exporter. Et l'intérêt d'un continent d'1,3 milliard d'habitants, c'est que ça fait un marché à l'échelle continentale qui est extrêmement intéressant pour eux. La plupart d'entre elles s'exportent assez vite au-delà de leurs frontières. Alors faites-nous rêver, partagez-nous quelques innovations vraiment spectaculaires qui sont une bonne leçon, on va dire, pour notre continent européen. Il y en a beaucoup. Celles qui attirent le plus de financement en ce moment, ce sont ce qu'on appelle les fintech, parce que le paiement mobile, les transferts d'argent sur mobile, c'est déjà de l'histoire ancienne en Afrique. Ça fait 15 ans que ça existe. Pour Orange Money, c'est 30 millions d'utilisateurs tous les jours qui utilisent leur porte-monnaie mobile. Et donc,
autour de ces services financiers mobiles, on a tout un tas de startups comme Jouleia qui s'est lancée en Côte d'Ivoire et qui propose des services financiers mobiles pour les petites entreprises. Et quand je disais qu'elles adressent surtout les besoins du quotidien, elles s'attaquent à des problèmes environnementaux clés comme la sécheresse, le stress hydrique comme on appelle ça. Vous prenez une start-up tunisienne comme Cumulus qui a décidé de transformer l'humidité de l'air en eau potable avec une machine qui fournit 30 litres d'eau potable par jour pour donner accès, y compris à des villages reculés, à de l'eau potable. C'est formidable. D'autres comme Dabadoc au Maroc s'attaquent à la question de la santé, de la e-santé, c'est-à-dire permettre à des populations de pouvoir faire de la téléconsultation, même quand elles sont dans des zones rurales, en ayant accès à des spécialistes qui sont en ville. Le domaine de la formation, et notamment de la formation au numérique, qui est un enjeu clé sur le continent. Donc elles relèvent toutes des challenges qui semblent des challenges énormes, qui répondent aux principaux enjeux du continent. On pourrait parler de l'agriculture aussi. Vous prenez une start-up comme Brastorn au Botswana. Elle permet aux agriculteurs de savoir quand est-ce que c'est le bon moment de semer, de moissonner, sur quel marché vendre leurs produits au meilleur prix, et donc elles fournissent des services qui, pour chacun des tissus économiques du pays, vont rendre des services incommensurables. Jérôme, on parle beaucoup d'intelligence artificielle ici en Europe actuellement. Est-ce qu'il y a cette même frénésie en Afrique ou alors l'approche est différente? Non, il y a à la fois le même impact sur l'ensemble des services, sur l'ensemble des domaines économiques des pays. Et puis, il y a des startups qui se lancent dans l'IA. Instadeep, par exemple, en Tunisie, est une des startups qui a fait les plus grosses levées de fonds avant d'être rachetée par le géant des biotechnologies qui s'appelle BioNTech, avec des modèles d'IA tout à fait comparables à ceux qu'on peut trouver aux États-Unis. Donc, on a des entreprises très, très pointues. Et puis, l'IA vient bouleverser tous les secteurs d'activité. On parlait tout à l'heure de l'agriculture. On a maintenant des startups, par exemple au Kenya, qui permettent de détecter les maladies du manioc avant qu'elles ne surviennent, avec des modèles d'IA dédiés. C'est 28 000 agriculteurs au Kenya qui utilisent cette solution-là. On en a dans le domaine des mines, qui sont des ressources importantes, évidemment, vous le savez, en Afrique, qui permettent de mieux comprendre comment exploiter et comment exploiter de façon plus durable les mines en Afrique. On a des startups finalement dans l'ensemble de ces domaines qui vont utiliser l'IA pour accélérer la transformation digitale du continent. Jérôme, en une poignée de secondes, vous le disiez tout à l'heure, l'accès à la data dans certains villages reculés est compliqué. Comment on fait pour y remédier? Est-ce que le gouvernement aide justement à établir cette liaison avec le dernier kilomètre? Comment ça se passe? C'est une préoccupation commune des acteurs privés et des gouvernements dans les pays. Nous, on a un programme emblématique qui s'appelle les Orange Digital Center, où on forme et on a formé en 2023 1 million de bénéficiaires, principalement au codage, et puis on accompagne les startups. On a accompagné 228 startups dans nos ODC, des phases d'incubation jusqu'au financement. Et il faut ne pas se concentrer uniquement dans les grandes villes. On en a 16 dans des grandes capitales africaines, mais on en a 22 en zone rurale. On appelle ça les ODC Clubs. Et ça, on le fait en partenariat avec plus de 200 universités en Afrique. C'est très important parce que, on le disait tout à l'heure, cette fracture numérique, elle existe peut-être encore plus en Afrique qu'en Europe. Et il faut pouvoir y remédier en mettant les moyens, nous, acteurs privés, aux côtés des pouvoirs publics. C'est aussi la question de l'inclusion des femmes derrière ça. Et on s'enorgueillit d'avoir une discrimination positive dans nos Orange Digital Centers, parce qu'on a eu 51% de femmes bénéficiaires de ces formations gratuites et de cet accompagnement en 2023. Merci beaucoup Jérôme Hénique, directeur général de Orange Afrique Moyen-Orient. Restez avec nous, on marque une courte pause et on se retrouve pour vous faire rentrer dans la magie des festivals mêlant tradition et modernité numérique. Vous découvrirez aussi une toute jeune start-up malgache qui permet de se former et de gagner de l'argent grâce au numérique. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et dans ce numéro spécial Afrique et numérique, j'ai le plaisir d'accueillir notre deuxième invité. Il est expert des musiques et des industries culturelles de la diaspora africaine depuis 20 ans. Il initie et dirige de nombreux projets en France et dans plusieurs pays africains. Alain Bidjek, bonjour. Bonjour on est Vanessa. ravis de vous avoir entre vos différents et multiples voyages
parmi nous aujourd'hui. Vous êtes donc président et fondateur du MOCA. Expliquez-nous cette belle aventure du MOCA, en quoi ça consiste Écoutez, le MOCA est né de mes 20 ans d'expérience dans les industries culturelles et créatives. Donc on a lancé le MOCA il y a 8 ans. C'est une plateforme d'innovation dédiée aux industries culturelles et créatives avec une particularité, c'est l'écosystème Afrique et diaspora. Donc depuis 2016 effectivement, et vous faites donc la promotion de la créativité et de l'entrepreneuriat culturel et vous favorisez justement l'accès à l'emploi aux métiers culturels. Expliquez-nous qui ça concerne et comment on peut y adhérer. Déjà, à travers le MOCA, en fait, c'est un réseau d'artistes, d'entrepreneurs de la culture, d'organisations professionnelles et d'institutions qui organisent un peu le métier en termes de législation. Et puis, en fait, en travaillant avec tout cet écosystème, finalement, on a identifié depuis une dizaine d'années les besoins des acteurs, parce qu'on est quand même dans un secteur qui monte, qui explose, parce que les industries culturelles en France, c'est 4% du PIB, en Afrique, c'est 1% et quelques. Ça représente à peu près 50 millions d'emplois dans le monde, 2 millions, 3 millions d'emplois en Afrique. Donc c'est un secteur qui est en train d'augmenter. Pourquoi ? D'autant que aujourd'hui, grâce au numérique, comme on en parle aujourd'hui, grâce au numérique, en fait, la musique se diffuse depuis le continent vers le monde entier. Le cinéma se diffuse dans le monde entier. Donc, on voit le succès de Nollywood, on voit le succès de l'Afrobeat. Nollywood, c'est le Hollywood du Nigeria, en fait. Exactement. Nollywood, c'est le 3e pays producteur de films. Exactement. C'est le 3e cinéma en termes de production de films dans le monde. C'est plus de 2500 films par an. C'est plus de 600 millions de revenus en 2021. Enfin, c'est énorme. C'est quasiment 1 million d'emplois. Enfin, on n'imagine pas à quel point ce mouvement, en fait, porté par des producteur indépendant est devenu quelque chose de phénoménal. Et donc, il y a un vrai enjeu d'emploi. Et c'est dans ce sens-là que nous aussi, et à travers le MOCA, on a commencé à regarder finalement cette jeunesse qui est africaine, qui est là, qui représente 60% de la population. On l'a regardé, on s'est dit, mais en fait, il faut faire quelque chose. Ils adorent la culture, ils adorent la musique, le cinéma, les jeux vidéo, la réalité virtuelle aujourd'hui. En fait, il faut proposer des outils pour leur permettre de rentrer dans ces métiers. Donc, le MOCA, c'est un festival ambulant, on va dire, et vous permettez à des jeunes de venir et de se former avec un dispositif très particulier, justement, qui va permettre de se former en réalité virtuelle. Aussi, oui. En fait, le MOCA, effectivement, est né à Paris et aujourd'hui circule dans l'ensemble des différentes capitales africaines. Lesquelles ? Faites-nous un peu voyager. Aujourd'hui, on a fait Kigali, on est au Rwanda il y a 2 ans. On revient tout juste de Rabat l'année dernière, donc au Maroc. Et puis là, cette année, on fait une entorse, on va à Londres et puis on revient à Kinshasa en 2025. Ouais. Et donc, à travers le MOCA, finalement, c'est leur permettre déjà de rencontrer des professionnels, d'écouter, de partager des expériences avec des rôles modèles. Et puis, bien entendu, autour du MOCA, on a construit un laboratoire de création qui mêle créativité, danse, musique, art visuel entre des créateurs internationaux de la diaspora et aussi du continent. Donc finalement, on essaie d'emmener aussi des nouvelles écritures à travers cet outil-là. Et puis, du MOCA est né un enfant, on va dire, l'année dernière, donc qui s'appelle Immersio, qui est une application de réalité virtuelle qui justement permet aux jeunes non pas simplement de contempler les professionnels qui parlent, mais de découvrir ces métiers et puis d'aller plus loin et de les former par la suite à l'issue du MOCA. Donc vous identifiez une quarantaine de jeunes dans chacun des pays et donc là ils vont avoir accès à un cursus en fait grâce à où vous utilisez Immersio, ce système de réalité augmentée, et ce cursus leur donne une formation, leur donne En fait, comment ça se passe ? Effectivement, on identifie on travaille avec aussi bien les établissements scolaires que les festivals. En tout cas en Afrique, on travaille beaucoup avec les festivals puisqu'ils agrègent des réseaux de créateurs et généralement on fait des sessions entre 20 et 40 personnes. Donc on a deux formules. Il y a pour ceux qui veulent découvrir les métiers, ça c'est des formations courtes, ça dure quelques heures, mais pour ceux qui veulent véritablement rentrer dans un métier, que ce soit les métiers du son, de la lumière, les métiers techniques généralement du spectacle aujourd'hui, puisque ce sont les premières briques qu'on a développées, pour ces métiers-là, on peut aller sur des cursus de 15 jours. Donc après, je dirais sur la version plus augmentée, ça peut aller jusqu'à 6 mois, parce qu'on intègre à ça une formation professionnelle avec un stage. Donc, ce qui permet aux jeunes qui a découvert Immersio, qui se fait accompagner en formation avec des experts et qui va maintenant, à travers notre module, rentrer dans un stage à côté d'un professionnel qui devient son mentor par là même. Très bien. Alors, vous intervenez également en France. Comment on peut adhérer à vos formations et qui est éligible ? En France, c'est très particulier parce qu'en fait, sur la France, comme tout est très bien organisé, on travaille avec les collèges, on travaille avec les lycées, on travaille avec les universités, on travaille avec les missions locales. Donc c'est très 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 structuré de ce côté-là. On n'a pas besoin de beaucoup d'aller chercher le public. Généralement, les missions locales nous contactent. Eux, pour le coup, ont des jeunes qui ont décroché, qui savent plus où aller. Et finalement, africains ou non, pour le coup, en France, voilà, il n'y a pas de limite. En Afrique, parce qu'il y a des enjeux de formation, mais en France, finalement, il y a un enjeu parce que la jeunesse, en fait, malgré toutes les propositions, en fait, ils sont perdus, ils savent pas où aller. Et à travers une expérience de réalité virtuelle,
on leur permet de se dire, bah tiens, ils ont une passion, ils aiment l'art, ils aiment la culture, le spectacle, il y a des métiers. Et nous, en France, on leur dit, bah écoutez, vous aimez la musique, mais derrière l'artiste que vous voyez, il y a une centaine de métiers. Donc à travers Immersio, déjà, vous allez en découvrir une partie. On va vous faire découvrir, on va vous permettre d'aller plus loin en faisant un stage, parce qu'on travaille avec les syndicats des industries culturelles, les syndicats du spectacle. Donc, on a établi un partenariat avec eux. Donc, dès qu'on a des jeunes qui sont intéressés dans les missions locales dans les collèges, on leur permet de faire des stages dans des festivals, dans des salles de spectacle ou encore dans des boîtes de production de spectacle. Alain, juste pour conclure et pour nous faire voyager, donnez-nous un ou deux exemples d'imagerie culturelle en fait, qui utilise le numérique et qui innove. En fait, il y a deux exemples. J'en ai un en Tunisie, donc avec un partenaire qui s'appelle Netinfo. Ils ont créé un métaverse avec un musée virtuel pour faire revivre les mythologies, non seulement les mythologies, mais aussi les histoires fortes africaines qu'ils ont retranscrites dans un espace de métaverse. Donc ça, c'est en Tunisie. Ils sont très très bons sur le digital, sur tout ce qui est animation 3D et tout ça. Et puis il y a une autre innovation au Cameroun, donc c'est Kiro Games. Kiro Games, ils utilisent les mythologies africaines pour le coup, les traditions, les histoires anciennes qui revitalisent dans les jeux vidéo. Donc ils font des jeux mobiles, ils font des jeux sur portable, sur ordinateur. Donc ce qui permet de faire revivre des histoires et d'utiliser ça et de faire rêver les jeunes. Et puis une troisième à Abidjan, donc ça c'est Bantou, c'est une start-up qui s'est lancée il y a pas très longtemps et par un entrepreneur qui est assez incroyable. Il a créé un système de paiement qui permet justement aux acteurs de la culture d'avoir leurs propres moyens de paiement et finalement à travers un dispositif de détection de talent, il permet au public d'investir sur la production des œuvres des artistes sélectionnés et en fait en utilisant la carte de paiement, finalement cette carte devient le moyen de paiement également des créateurs aussi. Donc voilà, il y a énormément de choses qui se passent en Afrique. Je vous parle même pas de la réalité virtuelle aujourd'hui, la réalité augmentée en Kenya. Enfin bon, il y a de belles histoires, comme disait Jérôme tout à l'heure, mais en fait, il faut s'arrêter, il faut rentrer en relation, rentrer en discussion avec ces jeunes, parce qu'on parle de la jeunesse africaine souvent dans des termes assez difficiles, mais ce qu'on ne voit pas, c'est toute cette capacité d'innovation, toute cette fertilité, et je pense que véritablement, ils sont en train de changer le monde et ils vont changer le monde. Merci beaucoup Alain, et c'était l'objectif aujourd'hui avec votre éclairage, de découvrir ce que l'on ne connaît pas forcément ou sur ce sur quoi on n'a pas forcément une idée, qui est le reflet de la réalité. Merci Alain. Et pour terminer cette émission, une toute jeune start-up dédiée à l'apprentissage et à l'accès au travail numérique. Elle a été créée à Madagascar et elle est en train de s'ouvrir au monde entier. Et elle permet notamment de dénicher de jeunes talents qui sont issus des milieux défavorisés, mais aussi de répondre aux besoins de grandes entreprises en manque de codeurs. Et elle est représentée aujourd'hui par Adam Yassine, qui est le directeur des opérations de la société Saina. Adam, j'ai presque piché toute la société, mais j'aimerais l'entendre avec vos propres mots. Saina, qu'est-ce que vous permettez de faire ? Alors on est sur 3 volets. Saina Learn pour apprendre les compétences numériques, Saina Work pour travailler sur ces fameuses compétences numériques, et Saina Hub pour pouvoir se réunir dans des espaces physiques connectés. Donc elle s'adresse à de jeunes Africains ou vous êtes... En effet, on a été créé à Madagascar, on s'adresse à des jeunes Africains qui sont en manque de compétences, d'une part, et qui ont envie de travailler sur ces compétences numériques, d'autre part. Donc on facilite l'accès au marché international via notre plateforme. Donc en fait, vous avez un double enjeu, vous formez, donc quiconque veut aller sur votre plateforme et s'auto-former, vous allez nous expliquer, peut le faire, et après vous allez leur permettre de trouver un travail ? Exactement, c'est le rêve de réunir l'école et le travail dans une seule et unique entité. Donc c'est super, on est content. Donc expliquez-nous comment cette histoire a commencé, parce que l'histoire est un peu magique, on va dire. Alors on a la chance d'avoir une entrepreneur qui est à la tête de cette entreprise qui s'appelle Matina Radafi Maefa, qui est une entrepreneur de dingue, on essaie de la suivre. Elle a commencé dans une mezzanine avec 12 personnes. Et avec ce succès-là, maintenant on est digitalisé, donc ça nous a permis d'aller conquérir l'Afrique. Donc les jeunes Africains vont sur votre plateforme. Après, comment ça se passe ? Ils sont pris en charge, ils ont un prof, ils regardent des tutos, ça se passe comment ? Ça se passe en 3 étapes clés. Tout simplement, d'abord l'acculturation digitale. On apprend comment Internet fonctionne, comment un ordinateur fonctionne, comment on navigue en toute sécurité. Après, on fait ce qu'on appelle le tronc commun. Donc Discovery 101 pour apprendre les fondamentaux du numérique, HTML, CSS, JavaScript, un peu de nom compliqué. Et à partir de là, on choisit une spécialisation. D'accord. Et ça se passe en combien de temps pour être formé ? C'est un abonnement à 9,90 € par mois. Et grâce à Orange, on a réussi à vendre la formation à l'heure à 0,60 centimes de l'heure. Et ça, on peut le faire quand on veut, où on veut, parce que évidemment il y a des mamans qui sont sur la plateforme, il y a des personnes qui ont des situations difficiles, qui doivent
Ils doivent manager à la fois l'école et à la fois la vie dans le champ, par exemple, ou pour aider la famille. Adam, ça m'interpelle et ça me pose une double question. Déjà, comme Jérôme l'exprimait, il n'y a pas forcément du réseau partout. Donc quand on attaque une formation, on n'est pas assujetti à une coupure de réseau. Exactement, c'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle les Saina Hub. C'est des espaces physiques connectés où la communauté peut se rejoindre. Ok. Et alors la deuxième chose, c'est le prix, parce que le pouvoir d'achat est quand même inférieur. Est-ce que tout le monde peut s'offrir une formation? On a la chance d'être la formation la plus accessible du marché aujourd'hui. Et grâce à Orange, on est devenu encore plus accessible. D'accord. Je posais la question à Jérôme tout à l'heure. L'intelligence artificielle aujourd'hui qui permet de se former et surtout de coder, est-ce que c'est un frein par rapport à vos étudiants que vous êtes en train de former? Parce que demain, on nous dit que l'intelligence artificielle permettra de faire un prompt et d'avoir effectivement sa ligne de code écrite automatiquement. Comment vous vivez cette rupture technologique? Aujourd'hui, les partenaires avec lesquels on travaille nous demandent qu'il y ait ce qu'on appelle human in the room. Il faut qu'il y ait un être humain opérateur malgré toutes les intelligences artificielles. Nous, en interne, on est 15, on opère sur 14 pays et on utilise l'intelligence artificielle partout. Également, nos étudiants ont accès à l'intelligence artificielle, d'une part pour l'aspect didactique et d'autre part pour l'aspect productif. Pour conclure, vous nous dites qu'on peut gagner de l'argent avec Saina. Quel type de revenu, à combien s'évalue un petit peu le montant que l'on peut prétendre gagner? Alors sur un revenu, un SMIC malgache qui est environ à $75, nous on est aux alentours de 300 et ça peut monter jusqu'à 1500 en moyenne. Aujourd'hui, je vais vous raconter quand même une histoire qui manifeste ça. C'est l'histoire de Pat. Elle était étudiante. Elle a créé un Saina Hub pour accueillir les étudiants de son quartier et elle leur a vendu des prestations de services. Donc elle a compris tout le modèle. En fait, elle utilise la structure Saina pour pouvoir grandir. Merci beaucoup Adam Yacine. Le mot de la fin, Jérôme Hénique. À travers les interventions que nous venons d'écouter, on voit qu'il faut vraiment changer notre paradigme de réflexion et de regard sur l'Afrique. Il y a de très très belles choses. On ne le sait pas assez. Quel est votre constat? Oui, la scène tech africaine est bouillonnante. Les investisseurs ne s'y trompent pas et on a des entrepreneurs de talent dans tous les pays en Afrique qui font bouger l'Afrique et qui sont en train d'accompagner la transformation numérique du continent. Jérôme Hénique, merci beaucoup et je rappelle le titre de votre livre African Digital Champion 2023. Vous y découvrirez de magnifiques histoires d'entrepreneurs africains. Alain Bidjek pour le MOCA et Adam Yacine pour Saina. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.